quand on n'est pas malade, on a une hémoglobine normale, donc une hémoglobine A. Et quand on est porteur sain, on a l'hémoglobine S, donc on est AS. Et 2 parents porteurs de ce gène ont un risque sur 4 à chaque grossesse, je dis bien à chaque grossesse, de mettre au monde un enfant malade. Imaginez-vous qu'en Martinique, un couple sous 60 risque de mettre à chaque grossesse au monde un enfant malade. Donc c'est vraiment une pandémie. 2000 malades, plus de 40 000 porteurs, un couple sous 60, il faudrait vraiment en parler. Et M. Carole, si la CTL nous aidait justement à faire des spots de sensibilisation à l'égard du tabagisme, du sida, ce serait bien pour qu'on puisse alerter la jeune population, c'est ce qu'on fait déjà sur le terrain. Tous les jeunes en âge de procréer, on veut les sensibiliser pour qu'ils sachent avec quoi ils ont affaire. Une maladie comme la drépanocytose, ce n'est pas une mince affaire. Je vis avec sur mon toit, je sais de quoi je parle. Donc la drépanocytose, c'est une maladie qui présente 4 grands symptômes dominants. La douleur. Alors cette fameuse douleur qui est la hantise des malades et des familles. Alors mon fils qui est là, Taylor, il est avec nous ce soir. Il me disait, c'est comme si on me casse les os avec un marteau-piqueur quand il était tout petit. C'est comme si j'ai un tsunami, un cyclone dans le ventre. Il me dit, le plus dur, c'est d'attendre que tout ça cesse. Donc ça, c'est le premier grand symptôme. Deuxième grand symptôme, et je dirais c'est la première cause de mortalité, les infections. Surtout à pneumocoque, les méningites, les septicémies, puis un petit rhume qui ne fait rien à une personne lambda peut tuer un drépanocytaire. Troisième grand symptôme que je vais pu mettre en premier, l'anémie. Une personne lambda vit 13-14 grammes d'hémoglobine, une personne drépanocytaire, c'est la moitié. La moitié, donc ça veut dire à peu près 2,5 millions de globules rouges au lieu de 5 millions et 6 grammes d'hémoglobine au lieu de 13-14 grammes. Pour vous dire qu'il y a une fatigabilité extrême. Et le quatrième grand symptôme, ce que j'appelle les sévères ou sévères, les crises vaso-occlusives sévères, donc par exemple les AVC, les arrêts cardiaques, les angiopathies, les ulcères variqueux, en fait bref, évidemment la drépanocytose, puisque c'est un problème de sang, le sang il y en a partout dans le corps, dans les vaisseaux, donc les capillaires, les tout petits vaisseaux sanguins, donc touche tout le corps. Et quand une maladie est en crise, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Comme il n'a pas assez de globules rouges, il y a un manque d'oxygénation, les globules sont falciformés, ils sont en forme de croissant de l'huile, donc ils se bloquent dans les vaisseaux, ils s'adhèrent à la paroi des vaisseaux et ils bloquent. C'est comme si c'est, je sais pas, un camion qui se renverse sur l'autoroute, il y a un embouteillage derrière, c'est exactement ça. Donc il n'y a pas d'oxygénation dans les organes vitaux, donc évidemment le malade risque de faire des infarctus et en mourir. Obligation de reconversion professionnelle, difficulté à suivre des formations complémentaires. Certains décident d'ouvrir leurs petites entreprises, une minorité, d'autres se contentent de la pension d'invalidité versée par la MDPH. Une petite quantité vit au dépend de leurs parents, car ils n'osent même pas s'adresser à la MDPH. Certains affirment aussi que leurs dossiers ont été rejetés, donc ils sont découragés et n'entreprennent plus aucune démarche. Donc, des conditions de travail qui favorisent et accentuent les symptômes, climatisation non adaptée, atmosphère surchauffée, travail en chambre froide, l'exposition au soleil, station debout prolongée, port de charge lourde, repos non respecté, absence d'hydratation régulière, courant d'air et surtout le stress. Donc, impact sur le travail évidemment. Le caractère imprévisible de ces crises et l'anémie sont des facteurs limitants qui peuvent être à l'origine de fatigue variable, un absentéisme fréquent, problème de mobilité, douleur articulaire, troubles localisés, visuels et articulaires, contraintes liées aux hospitalisations, difficultés à rester debout, anxiété, tristesse, syndrome dépressif masqué lié aux douleurs chroniques, sentiment de culpabilité, de découragement, de dévalorisation liée à la fatigue. Rappelons qu'il existe des règles d'or pour éviter les crises drépanocytaires. Mesure 7 de prévention. Alors donc, pour ne pas avoir de crise, il faut boire fréquemment de l'eau. J'espère que vous allez boire avec les drépanocytaires qui sont dans la salle. Rester au chaud, manger des aliments riches en fer ou qui facilitent l'assimilation du fer, viande rouge, pâté de foie, etc. Ne pas s'enrhumer, ou plus généralement éviter un maximum d'infections respiratoires. Porter des vêtements qui ne coupent pas la circulation sanguine, c'est-à-dire ample, ne pas s'essouffler, éviter d'aller à plus de 1500 mètres d'altitude, ne pas s'exposer à de fortes chaleurs. La déshydratation déclenche la crise par augmentation de la viscosité sanguine, éviter de se coincer les jambes, éviter les courants d'air, faire attention aux variations de température, éviter le stress, consulter régulièrement son médecin. De demander un rendez-vous, on ne convoque pas tout le monde, mais si vous voulez avoir un rendez-vous, ça c'est possible. On fait, il y a des travailleurs sociaux, il y a un co-thérapeute, il y a ce genre de personnes, et à ce moment-là, on fait le point avec l'usager, le bénéficiaire, pour voir un peu quel type de réponse on peut apporter.
tout cas, moi, la seule chose sur laquelle je voudrais insister, et je pense qu'il est vraiment la plus importante, c'est l'information. C'est de ne pas avoir peur de dire. Il y a, en effet, vous avez raison, tout ce qu'on peut imaginer, toutes les représentations négatives qu'on a de la maladie, on va dire, mais si en face, on n'a pas des personnes qui sont directement concernées, qui viennent tranquillement expliquer à des gens qui n'y connaissent rien, voilà ce que c'est, eh bien on reste avec deux mondes, en fait, de personnes qui vivent en parallèle, celui qui est malade, celui qui pense qu'il connaît la maladie, enfin voilà. Il faut vraiment informer. Et nous, on a besoin au niveau de la MDPH, d'avoir des informations en effet sur comment ce qui se passe, ce qui existe, comment les gens, les personnes en difficulté, comment ça évolue, quel type de traitement on a, et puis les traitements, les effets secondaires d'un traitement. Quand on a sur un certificat médical, le médecin en général, il sait, lui peut dire, enfin, les médecins ne sont pas spécialistes à tout non plus. Il y a des choses qui évoluent, il y a des médicaments qui évoluent, il y a des effets secondaires des fois médicaments. Si ce n'est pas écrit, on dit la personne a un traitement, donc à la limite, tant mieux, elle a un traitement, mais les traitements ont des effets secondaires. Donc les effets secondaires, c'est aussi des choses dont on va tenir compte, en effet, pour pouvoir orienter la personne aussi sur des situations de travail qui seront adaptées à ce qu'elle vit. Alors précisément, Denise Desormeaux a évoqué le médecin référent pour le monde adulte sur la drépanocytose, Dr Leco. J'ai presque envie de vous demander tout de suite de nous en parler, comment les adultes dans le monde du travail vivent leur maladie, comment ils arrivent à travailler au quotidien, parce qu'on est là pour ça, pour faire le mieux. Bonsoir, je vous présente, prie d'accepter mes excuses pour mon retard. Il n'y a pas de problème. Je crois que les personnes concernées sont mieux placées que moi pour répondre à cette question. Je pourrais répéter ce qui m'est dit par les personnes concernées. Il y a plusieurs aspects. Je vais commencer par le lien avec la MDPH, comme a dit tout à l'heure Madame Desormeaux, Denise. Les nouveaux certificats nous permettent, en tout cas le médecin, d'en dire plus sans donner l'impression, parce que quand même il y a ça, l'impression d'en mettre une tartine pour favoriser le patient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de questions. Par exemple, ces effets secondaires des médicaments que tu évoques, c'est vraiment quelque chose de très positif, parce que lorsque nous mettions des traitements, parfois qui sont à faire 3-4 fois par mois et qui occasionnent donc l'absentéisme au travail, ça, ce n'est pas perçu. Effectivement, on voit que la personne a la chance d'avoir un traitement, donc tant mieux pour cette personne, puisqu'elle peut être traitée. Je vois des personnes du monde de l'entreprise avec nous. Il faut savoir que certaines personnes drépanocytaires ont besoin d'être à l'hôpital une fois par semaine et sont obligées de prendre un jour de congé, parfois une fois par mois, pour se faire soigner. Mais à la fin de l'année, ces personnes n'ont à peine 5 jours de congé dans l'année, alors qu'elles ont besoin d'encore plus de repos que les autres, si je puis dire. Parce que le monde du travail, c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Certaines personnes peuvent bénéficier d'un arrêt de travail qui est pris en compte ce jour-là, et d'autres, non, sont obligées de prendre un jour de congé. Donc ces certificats sont vraiment plus adaptés pour parler spécifiquement de chaque patient et des contraintes de certains traitements. Il y a des recours, comme tu l'as dit. Les recours sont compliqués. Il faut savoir que les patients demandent souvent que le médecin qui les suit au centre de la drépanocytose soit leur, c'est pas tout à fait le terme, leur accompagnant, mais on ne peut pas être jugé partie. Et c'est parfois difficile de faire comprendre aux patients qu'il faut trouver, que ça peut être le médecin traitant plutôt ou une autre personne plutôt que quelqu'un du centre. Il y a des aides de déplacement, bien sûr. Je ne pourrais pas tout vous citer là. Mais voilà, dès qu'il y a une question de compensation du handicap, il faut savoir qu'il y a des aides qui existent. Alors quand on parle d'emploi, bien sûr, recherche d'emploi et maintien dans l'emploi. Et puis il y a des aides. La GFIP a rénové son panel d'aides au mois d'avril. Il y a certaines aides qui sont plus préaffectées. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation, on va pouvoir solliciter la GFIP. Il y a une intégration, par exemple, dans une entreprise, on va nous dire, voilà, on est confronté à tel ou tel problème, qu'est-ce que vous pourrez faire? Et là, auparavant, on avait une batterie de critères pour vous dire, c'est de la compensation de handicap, c'est du maintien dans l'emploi, c'est ceci, c'est cela. On fait fi de tout ça, il y a toujours des plafonds, il y a toujours, voilà, les fonds ne sont pas illimités non plus, mais voilà, on va pouvoir répondre sur des besoins
qui ne sont pas préaffectés à la GFIP. C'est une bataille pour le médecin de faire comprendre à la personne concernée que demander une reconnaissance de la qualification de travailleur handicapé ne fait pas de cette personne une personne handicapée. C'est très compliqué. C'est très compliqué et malheureusement, c'est parfois à l'occasion d'une complication très très grave, à l'occasion d'une hospitalisation en réanimation, à l'occasion d'événements où la personne se rend compte que, certes, la drépanocytose est équilibrée, je vis avec, mais à tout moment, l'épée de Damoclès dont parlait Taylor tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'on peut revenir sur cette demande et qu'elle est alors acceptée. Et moi, le discours que je tiens, c'est ça ne fait pas de vous une personne handicapée, demandez-la, vous l'aurez, vous pouvez ne pas l'utiliser, mais vous allez malheureusement, dans l'éducation 10, vous rendre compte, par exemple, pour la plupart des personnes, à 5, à 10, 8, 5, 6, 3 ans de la retraite, mais que vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout, que vous êtes obligé d'être à la retraite avant l'heure de la retraite. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas cette qualification, mais ça va être plus compliqué. Votre retraite va être amputée. Quel est le besoin, quand tu dis, pour une personne qui a déjà créé son entreprise, qui est entrepreneur, de quel serait le besoin en termes d'accompagnement? Quel est le problème qui se pose concrètement? Un exemple. Concrètement, je ne peux pas dire, mais moi, ce que je sais, c'est que quand je les rends en consultation, parfois, depuis 4 mois, ils ont mis l'entreprise en stand-by parce que la drépanocytose est trop bruyante et qu'ils ne peuvent pas travailler, en fait. Ils ne sont pas hospitalisés pour autant, c'est ça aussi la difficulté pour les certificats médicaux, de personnes qui sont pas bien, qui sont malades, qui gèrent à domicile, qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Donc, je vais écrire crise fréquente, je ne vais pas mentir, pas d'hospitalisation depuis 3 ans, mais en fait, ils sont en crise 7 jours par semaine. Je pense que le demandeur que rencontre, en fait, le salarié que Dr Leco rencontre, sa problématique financière, c'est qu'il ne peut pas cumuler peut-être son activité et percevoir aussi l'AH. Donc je pense que sa question était plus de ce type. Justement, je vais laisser le mot de la fin à Mme Hippocrate, puisque effectivement nous allons clore le débat là. Et Mme Génie Hippocrate, à vous le mot de la fin. Je peux dire, seulement merci parce que Madame la femme m'a vraiment touchée, c'est difficile de. Merci Madame. Madame Leco peut en témoigner. Madame Leco peut en témoigner. C'est quand elle a pris en charge le service qu'on a commencé à voir tout ce que le DEPANO a pu obtenir. Je ne suis pas toute seule, il y a M. Margot en Martinique, mais nous sommes 2000 bénévoles sur le terrain. Nous avons 40 antennes à travers le monde. Nous avons été entendus par des chefs d'État, par des personnalités qui nous ont portés, qui nous ont aidés. D'ailleurs, dans la salle, il y a la maman de Gaël, mon fils, c'est le départ de l'association. Sylvette est là, parce que Gaël peut être appelé venue. Donc, merci Sylvette. D'accord, Gaël nous aide beaucoup. Donc, c'est des stars, des footballeurs, des gens qui nous ont aidés. Je ne peux pas faire ça toute seule, même si j'ai beaucoup de caractère. C'est parce que je suis aidée. Il y a quelqu'un là-haut que je ne vois pas, qui m'aide certainement, que je remercie tous les jours. Mais en tout cas, merci à vous tous et puis à toutes ces personnes qui écoutent aussi. C'est toutes ces personnes qui nous donnent la force de continuer parce que des fois, moi j'ai envie de baisser les bras. Moi j'ai vu des choses incroyables sur les maladies drépanocytaires ou ce que j'ai vécu partout dans le monde, parce que j'ai un petit peu partout du monde. Mais c'est parce qu'il y a cette foi et qu'il y a ces personnes qui sont autour de moi. Et ce que vous venez de dire, mais vous savez, jusqu'à hier soir, j'étais en train de dire, je n'en peux plus, je crois que je vais abandonner. Mon fils était, il y a 3 semaines, pratiquement dans le coma, on me disait qu'il allait peut-être mourir.
j'avais envie de tout laisser tomber, puis là il est avec moi, je suis contente. Et ce que vous venez de dire